Hanouka Sameach, nous sommes aujourd'hui l'avant-dernier jour de Hanouka, ce soir si Dieu veut les 8 bougies. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un merveilleux discours du Rabbi. C'est le côté Sikhat 15, première Sikhat de Miket. On va essayer de comprendre les rêves de Pharaon. On va voir comment notre cher ami Yosef a eu cette interprétation. Pourquoi il a interprété de la manière qu'il a fait. Et apparemment, est-ce que ce n'était pas possible pour chacun de le faire? Pourquoi Yosef était capable de faire ce que les Khartoumim, ce que les magiciens de Pharaon n'étaient pas capables de faire? Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez mettre le portable de côté? Tout de suite. Il disait que quand on apprend la Torah, c'est considéré comme Shabbat, ce qui veut dire qu'on ne doit pas toucher le portable, parce que sinon... C'est là. Là, je suis en train de partager le cours pour que des gens qui sont de partout pourront éventuellement l'écouter. Pas parce que je suis en train de m'amuser avec le portable pendant le cours. Je ne vais pas te dénoncer, mais bon. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'était l'interprétation des rêves de Pharaon qui a été faite par Yosef et surtout comprendre quelle était la stratégie de Yosef. Qu'est-ce qu'il avait Yosef de particulier qu'il a pu expliquer les rêves de cette manière? Ce que les Khartoumim, ce que comment on appelle ça, les magiciens de Pharaon n'étaient pas capables de faire. Parce que, a priori, quand tu réfléchis un instant, l'interprétation de Yosef, c'est il n'y a rien de hors du commun. Il a bien expliqué, bref. Tu vas dire la tête juive, ce que tu veux, il n'y a rien de spécial. Alors, tu dois, on va expliquer les détails. Numéro 1. Numéro 2, depuis quand quelqu'un, un délinquant qui est en prison, il vient et se permet de donner un conseil au roi du monde? Pharaon, c'était quand même le dirigeant du monde à l'époque. Et quoi, un délinquant qui est juif qui vient de sortir de prison, il se permet de commencer à donner des conseils. Qui t'a demandé? Je t'ai demandé un conseil. Je t'ai demandé, explique-moi le reste. Je t'ai demandé de me commencer à me dire quoi faire. Imagine-toi un petit délinquant qui sort de prison, il va voir le président et lui dit, écoutez, monsieur le président, moi je pense que vous devrez faire ça et ça comme ça. Des fois, il faut avoir une petite rousse, pas des fois. Une petite rousse, pas, pourquoi pas? Mais... Tu l'as rien à perdre, lui. J'ai pas dit qu'il y a rien à perdre, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça se fait? C'est pas quelque chose de courant, c'est pas quelque chose qu'on va voir. On va voir tout de suite pourquoi Pharaon il s'est émotionné particulièrement. Il a eu cette compréhension sur le moment en se disant mais il y a quelque chose dans ce Yosef qu'il n'a pas eu dans tous mes magiciens. C'est la raison pour laquelle il l'a nommé vice-roi. Et surtout à la fin. Oui. Une question là, juste, excuse-moi. En fait, je comprends ce que tu dis, j'entends bien. Mais en fait, il avait demandé au plus grand sage de lui interpréter. Il n'y avait aucune interprétation valable. Et c'est Yosef qui lui a donné... Eh bien, tu vas voir ce qu'on va voir justement. Rashi, la Babanel, Rabbeinu Bechaye, et comme Rabbi l'explique, que pas seulement qu'ils l'ont interprété, mais qu'eux, ils ont eu un blocage dans leur interprétation, et c'est pour ça qu'ils ont dû changer d'interprétation, comme Rashi nous dit. On va voir tous les détails. Très intéressant. On va voir comment Rabbi nous explique ça avec les 7 filles que tu vas avoir, 7 filles qui vont mourir, 7 royaumes que tu vas conquérir, 7 guerres. On va voir tous les détails. Et on va voir pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver le conseil de Yosef et pourquoi le conseil de Yosef, ça les dérangeait plus qu'autre chose. Revenons d'abord dans l'arrière. La semaine dernière, on a vu après l'histoire de la fin de Potiphar. Yosef, il est rentré en prison. Et là-bas, il a eu une énorme réussite. Parce que même en prison, il a été nommé le chef de prison. Le responsable de la prison au passage, le maire de Noisiel, qui n'est pas juif, qui est un polonais, d'origine polonaise, il a raconté une histoire du Rabbi. Très très belle histoire, je ne sais pas si tu as vu sur le live. C'était tout son discours. Le maire de Noisiel est à l'allumage. Tout son discours, c'était raconter une histoire du Rabbi. Oui? Tu lui dis l'histoire? Non, c'est lui qui a raconté. Il adore le Rabbi. Il apprend les histoires du Rabbi, les livres du Rabbi. Il m'a demandé plusieurs fois d'envoyer des livres. Il a raconté la fameuse histoire que le Rabbi avait demandé au grand rabbin d'Afrique du Sud de faire en sorte que ce Hanouka, on allume les bougies dans les prisons en Afrique du Sud. Et d'appeler tout de suite le général Stephen, j'ai oublié le nom, de lui dire que le Rabbi Lubavitch à New York a demandé au milieu de la nuit, le réveiller, lui dire que c'est important, et après le Rabbi lui a demandé si déjà tu as réussi à le faire pour l'Afrique du Sud, fais-le aussi pour New York. Très belle histoire, c'est connu, une fameuse histoire, mais c'est ce qu'il a raconté hier dans son discours. Ok. Yosef demande une faveur du chef et chanson une fois qu'il a expliqué le rêve. Il t'a étonné. Hein? Il t'a scotché. Non, pas du tout, je savais, il m'a demandé depuis le départ, il y a quelques jours, quand il m'a prévenu qu'il allait venir parler, il m'a dit la seule chose qu'il va dire dans son discours, c'est une histoire du Rabbi. Je dis bien sûr, avec plaisir. Yosef, il a demandé une faveur au Sar Mashkim, au chef et chanson, en lui disant, rappelle-moi Pharaon, ne m'oublie pas, quand tu vas voir Pharaon, dis-lui c'est qui t'a expliqué les rêves. À la fin, c'est très bien ce que la paracha nous a dit à la fin de la semaine dernière, Vayish Kacheo, il a oublié, comme Rashi nous a dit, puisque Yosef a mis tout son espoir dans les chefs et chansons, c'est pour ça qu'il a dû encore rester en prison encore 2 ans, parce qu'il aurait dû penser que Dieu allait le sortir, même si, bien sûr, pour revoir sur l'application, la Torah a parlé de ça longuement les années précédentes, la Torah nous demande de faire une ishtadlut, de faire un effort.
C'est pas parce qu'il faut avoir bitachon qu'il faut rien faire, il faut aussi agir. C'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. On voit aujourd'hui concrètement qu'après 2 ans, Pharaon, il a eu 2 rêves et personne n'a réussi à lui expliquer. Et là, le chef échanson qui était en prison, il s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un qui savait comment lui interpréter ses rêves. Comme ça, Yosef est sorti du trou, du puits égyptien pour aller chez Pharaon. Rabbi demande, regardons d'abord les rêves. Verset numéro 1, l'énigme de Pharaon, le rêve des séries de vaches et le rêve des séries d'épis. Miketz 41.1. Pharaon rêva se voyant debout au bord du fleuve. Écoute bien les détails, parce que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Et voici que du fleuve sortaient 7 vaches belles et grasses, qui se mirent à perdre dans l'herbage. Puis 7 autres vaches, chétives et maigres, sortirent du fleuve après, et elles se placèrent près des premières au bord du fleuve. Et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Il a des cauchemars, le pauvre. Il se rendormit, certainement qu'il vivait trop en Saint-Domingue, il voyait trop de vaches. Il se rendormit et eut un nouveau songe. Voici que 7 épis. Dès le matin venu, l'esprit de Pharaon en fut troublé. Il manda tous les magiciens de l'Égypte et tous ses savants. Il leur exposa son rêve, et nul ne put les interpréter à Pharaon. Ça, c'est le texte. Viens Rashi. Rashi t'explique pourquoi ces sages... pourquoi ces sages n'ont pas pu interpréter le rêve de la même manière. Alors, Rashi nous dit, ils interprétaient, mais pas à Pharaon. Ce qu'ils disaient ne pénétrait pas dans son entendement. On verra les détails. Ils n'étaient pas satisfaits de leur interprétation. C'est pas qu'ils ne savaient pas le faire, ils l'ont fait. Mais Pharaon n'était pas convaincu, car il lui disait, 7 filles tu enfanteras et 7 filles tu enterreras. Je suis pas en rapport avec des filles et des vaches, mais peu importe, ça se peut que ces gens-là pensaient que les filles c'était des vaches ou le contraire. On verra tout de suite le Midrash très beau, parce qu'ils ont coupé la moitié de l'interprétation. Il y a seulement la moitié que Rashi nous ramène, Rashi ne nous dit pas la deuxième moitié. On va voir dans le cours. La question qui dérange est la suivante. Vient la suite. L'interprétation de Yosef. Une grande abondance suivie d'une grande famine. L'interprétation de Yosef plaît à Pharaon, qui le nomme vice-roi. Pourquoi? Parce que Yosef dit à Pharaon, écoute-moi cher ami, le rêve de Pharaon est 1. Premier point, il fait des 2 rêves un rêve, ce qu'ils n'ont pas fait les magiciens. Deuxième point, ce que Dieu prépare, il a annoncé à Pharaon. Les 7 belles vaches, elles sont 7 années. Les 7 beaux épis, 7 années. C'est un même songe. 7 années de grande abondance vont venir dans tous les territoires d'Égypte. 7 années de famine surgiront après elles et toute l'abondance sera oubliée. Et maintenant que Pharaon choisit un homme sage, il demande à Pharaon de choisir un homme sage et intelligent et qui le prépose au pays d'Égypte. Que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'un 5e le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Voilà que monsieur le délinquant juif de 30 ans, il donne à Pharaon un conseil, quoi faire et comment agir. En 2 mots, si on peut dire, sous-entendre que quoi? Sous-entendre que quoi? Que quoi? Vas-y. Donne-moi un job. Puisque je viens de sortir de prison, j'ai pas de job. Donne-moi un travail. J'ai pas envie d'aller au Pôle emploi. Donne-moi un travail. En 2 mots, si tu veux, c'est plus ou moins ce qu'il est en train de dire, d'accord? Sans vouloir dire les choses clairement. On va tout de suite voir dans les détails. Pharaon, il est émerveillé de la sagesse de Yosef. Et il est d'accord de lui donner la manière de pouvoir conquérir, de pouvoir diriger les trésors de l'Égypte. Et à la fin, Yosef devient le chef trésorier, bien sûr, après finit par venir le fils roi. Viens l'habitude, écoute-moi une chose, on va voir tout de suite 3 commentateurs, le Ramban, Rabbeinu Bechaye et Al-Sheikh. Rabbeinu Bechaye, grand sage, l'élève du Rashba, grand sage espagnol. Est-ce que c'était le même pharaon que celui qu'a rencontré tu avances déjà dans quelques semaines. Non, je sais pas, on va voir, celui qui a rencontré Jacob, on va dans quelques semaines, bien sûr. C'était le même? Oui. Après, la Torah te dit, est-ce que c'était un nouveau quand il y a eu l'exil ou pas? Je sais ça l'histoire, mais vraiment. Oui. On n'est pas ici à des centaines d'années de différence, d'accord? Non, on a au moins 100 ans. D'abord, pas 100 ans. Attends d'abord. Rabbeinu Bechaye, c'est l'élève du Rashba qui est né en Espagne en 1255. Rabbeinu Bechaye vient et te dit, je suis pas d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Comment les plus grands sages du Pharaon n'ont-ils pas réussi à interpréter son rêve? Le contexte indiquait clairement les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Car les vaches sont le symbole du labour. Et les épis également sont le symbole de la moisson. Je ne comprends pas c'est quoi le problème. Ils disent en quoi, pourquoi ils ne pourraient pas, comment on appelle ça, comprendre. Tu vois une vache grosse,
ça veut dire qu'il y a du manger. Tu vois une vache maigre, ça veut dire qu'elle n'a pas mangé. Pareil, tu vois une épi grosse, ça veut dire qu'il y a une abondance. Tu vois qu'il n'y a pas d'abondance, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Deuxièmement, le fait qu'il y a 7 vaches, pas 6, pas 5, ça fait aussi une allusion à quelque chose qui est 7 ans. Pourquoi pas, je dirais, je ne parle pas ici de quelque chose qui est vraiment miraculeux, il faut vraiment être très intelligent, il faut avoir fait l'ENA pour pouvoir expliquer un rêve pareil. J'ai dit, mais c'est pas forcément dire que tous ceux qui ont fait l'ENA ont quelque chose dans la tête, ça c'est au passage. Ça c'est numéro 1. Deuxième question. Le fait, Ramban, Nachmanide, grand sage d'Espagne, de Gérone en Espagne, né en 1194, Rabbi Moshe ben Nachman, il vient et te pose la même question. Il vit les vaches monter du Nil, car ils abreuvent l'Égypte, et il produit l'abondance et la famine. Ça, c'est le Nil. Et donc, il te dit, je vois pas pourquoi c'est tellement difficile à comprendre. Tu vois des grosses vaches dans ton rêve, tu peux l'interpréter rapidement. Maintenant, comme j'ai dit, la question qui dérange le plus, c'est pas tellement l'interprétation, c'est le conseil qu'il donne à Pharaon. T'as demandé une chose, viens interpréter les rêves. T'as pas commencé à demander de venir te mélanger dans les choses du royaume. Ça, c'est la question que le Alcher demande. Rabbi Moshe Alcher, qui est né en Turquie, en 1507, après il est parti à Tzfat, il faisait partie du Bedin de Rabbi Yosef Karo. Le grand Alcher Hakadosh, comme on appelle, il demande la question suivante. Il te dit, c'est très étonnant, Yosef fut-il mandaté comme conseiller du roi? Aujourd'hui, c'est la norme que quand tu ne sais pas quoi faire avec des ministres ou avec des amis, que tu veux bien les placer, tu les nommes conseillers. Conseiller exceptionnel, conseiller ici, conseiller comme ça, tu as un bureau, tu as un gouvernement avec 50 personnes au lieu de 30. Tu n'as que 25 ministres, mais 25 conseillers. Pareil, il est devenu conseiller du roi Yosef. Il devait uniquement écouter le rêve pour l'interpréter. De quel droit ajoute-t-il que Pharaon choisisse un homme sage, etc. Pour qui tu te prends? Simple délinquant, tu viens de sortir de prison, tu commences à donner des conseils au roi. Reste à ta place. Viens le rabbi te dit, regarde. Moi, j'en fais pareil que lui. Toi, on ne parle pas des gens normaux, on ne parle pas des gens comme toi. Viens, Rashi te dit. Comparons le commentaire de Rashi avec sa source dans le Midrash. C'est ça que je vais te dire, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. On voit que Rashi a décidé de couper l'interprétation des magiciens en deux. Écoute bien, très riche. Le Midrash, il te dit, c'est pas qu'ils n'ont pas interprété les rêves. Ils ont interprété les rêves. Mais ils ont dit deux choses qui étaient quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne marche pas. Midrash Rabbah, 89.6. Ils interprétaient, mais ce qu'ils disaient ne pénétrait pas dans l'entendement de Pharaon. 7 vaches grasses, il dit, ça veut dire quoi? Tu enfanteras 7 filles. Ok, tu vas me dire comment tu peux avoir 7 filles à la fois? La réponse, elle est très simple. À l'époque, les gens avaient l'habitude d'avoir plusieurs femmes, plusieurs concubines, plusieurs maîtresses, et ça se peut qu'au même instant, la même semaine, toutes les femmes sont enceintes et qu'ils accouchent tous. Ok. 7 filles, tu enterreras. Après, il dit 7 vaches maigres, tu enterreras 7 filles. La même chose, ça ne veut pas dire qu'il va perdre 7 filles de différents âges. C'est sûr qu'il va mettre toutes les femmes qu'il a et tous les enfants qu'il a. La polygamie n'était pas interdite, surtout en Égypte, que la Torah nous dit que c'était une eretz même, qu'ils étaient pleins d'abominables, de choses abominables. On l'a vu avec ça. On a vu comme à chaque fois qu'il y a une femme qui est belle, qui passe à côté, tout le monde cherchait à la capturer et la violer, jusqu'à tel point qu'Abraham vient et dit à sa femme, ne dis pas que t'es ma femme, dis que t'es ma sœur. On voit ce qui s'est passé avec Yitzhak et Rivka, elle est exactement la même chose. Donc ça, c'est encore, on va dire, on peut le concevoir. Après, ils ont dit, de même, ils disaient 7 beaux épis, tu conquéras 7 royaumes, 7 épis maigres, 7 régions se révolteront contre toi. Pourquoi Rachid n'a pas parlé de ce détail? Pourquoi Rachid ne mentionne pas le fait qu'ils l'ont interprété en disant, tu vas conquérir 7 royaumes et tu vas perdre 7 comtés ou 7 territoires, comme des régions en Seine-et-Marne, etc. La réponse est très simple. Rachid a préféré choisir l'interprétation des 7 filles, parce que d'après le sens simple, c'est la seule interprétation logique qui pouvait encore avoir une place de la part des magiciens. Et là, on va comprendre la différence avec l'interprétation que Yosef a dit, qui était totalement différente. Quelle est la différence entre l'interprétation des magiciens et l'interprétation de Yosef? La réponse est très simple. Quand les magiciens te disent, Yosef te dit 7 vaches grosses et 7 vaches maigres, 7 épis maigres, 7 épis gros, ça fait allusion à les années d'abondance et les années de famine. Bien sûr que les magiciens, ils ont pensé à cette interprétation. À cette interprétation, ils n'étaient pas bêtes. Comme on a dit tout à l'heure, on a posé la question, c'était logique, on pouvait penser à ça. Mais ils ont été bloqués quelque part. Regarde comment Rabbi t'explique ça. Le détail du rêve qui compliquait son interprétation. La difficulté principale se trouve dans la suite du rêve. Elles se placèrent près des premières au bord du fleuve. Si ces vaches indiquent les 7 années suivantes, on est d'accord? Parce que je pensais que j'ai dit tout à l'heure de faire attention aux détails. Comment peuvent-elles se tenir avec les vaches grasses, indiquant les années d'abondance écoulées? Comme on dit dans la Gemara, Mimano, chacune des deux. Tu me dis qu'il y a d'abord 7 années d'abondance et après 7 années de famine? C'est pas ce qui s'est passé dans le rêve. Dans le rêve, tu as eu 7 vaches grosses, 7 vaches maigres qui se sont mis à côté des vaches grosses.
C'est ce que la Torah elle te dit. On est en train d'entrer dans la tête d'un pharaon en pleine nuit, tu comprends? Non, mais 7 attends, vaches grosses mais à côté. il parle d'abord de cette vache grosse. Très bien. Et après, d'ailleurs, ils ne sont pas tous montés ensemble du fleuve, c'est normal. Quand tu vois un troupeau qui sort d'un fleuve, tu n'as pas 200 bêtes qui sortent ensemble. Tu as une derrière l'autre en général. C'est tout à fait normal. Tu as déjà vu des animaux sortir Non, du mais fleuve. c'est pas ces deux mecs qui sont sortis en premier. Je suis d'accord avec toi. Les 7 vaches grosses sont sorties après les 7 vaches maigres. Pourquoi ils se sont placés à côté pour la photo? Ils ont fait une photo quoi, panoramique. Quel était le but? Pourquoi ils devaient se faire à côté? C'est la narration du texte, peut-être. Eh ben, c'est la Torah, c'est pas un livre de roman. Oui. C'est la Torah qui te dit. La Torah te dit 7 vaches maigres sont sorties après. Et ils se sont placés juste à côté. Le rabbi te dit, c'est ça qui les a dérangés. Parce que si c'est à côté, ça vient indiquer que quoi? Que les années d'abondance écoulées, ils sont déjà finis. Alors pourquoi ils se sont mis à côté? Les magiciens d'Égypte eurent donc l'idée, ils se sont dit, ça peut pas être ces vaches grosses, à quoi on aurait tout de suite tous pensé, vaches grosses, vaches maigres, veut dire famine, etc. Tu dis, non, ça veut dire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'idée de 7 filles enfantées, 7 filles enterrées. Ce double phénomène peut se produire au même moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'on est en Égypte, où il y avait tellement de choses abominables et de relations interdites. Et c'est très bien possible, et surtout à l'époque, que les grands rois avaient l'habitude d'avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, etc., puisque Pharaon avait plusieurs femmes et concubines, alors que l'interprétation des 7 royaumes est improbable. Et là, on rentre dans les détails. Pourquoi Rashi n'a pas répété la deuxième analyse du Midrash? C'est très difficile à dire que Pharaon ou n'importe quel roi va se lancer dans 7 guerres de manière simultanée. Encore plus, c'est difficile de dire qu'il va perdre 7 régions de manière simultanée. C'est juste qui n'est pas logique. Donc c'est pour ça que même si c'est ce qu'ils ont voulu lui expliquer, ce que le Midrash nous dit, Rashi qui va d'après le sens simple du verset, tu dis quand tu réfléchis avec le sens simple du verset, c'est quelque chose qui n'est pas logique, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Quand tu parles de 7 filles qui vont naître, 7 filles qui vont mourir et 7 filles qui vont naître, comme on l'a dit, c'est tout à fait normal. On sait avec qui on a affaire. On a affaire avec des gens, on va savoir s'ils savent avec toutes ces femmes et tous ces enfants. Et donc ça se peut que par les dizaines d'enfants qu'il a de toutes ces femmes, il peut qu'à un certain moment, il y aura 7 naissances, et qu'au même instant, il peut avoir après 7 enfants qui vont quitter ce monde. Très bien. 7 royaumes simultanés, gagnés, perdus, c'est quelque chose qui n'est pas logique parce qu'on n'a pas préféré le dire. Mais qu'est-ce que la Torah nous a dit? Que l'interprétation des magiciens, ça n'a pas calmé, ça n'a pas tranquillisé la vie de Pharaon. Pharaon, il a réfléchi, qu'est-ce que ça n'a pas tranquillisé? Ça, c'est une explication très intéressante. Dans les Mefarshim, dans tous ces commentateurs, on t'explique que Pharaon avait déjà la réponse à ses rêves. Sauf, quand il s'est réveillé, il se souvenait seulement le rêve, il ne se souvenait pas de l'explication, de l'interprétation du rêve. Il savait qu'il avait déjà entendu l'interprétation, mais il ne s'en rappelait plus. Il voulait que quelqu'un lui rappelle. Ce qu'il a entendu des magiciens, c'est pas ce qu'il a entendu dans le rêve comme interprétation. Quand les magiciens lui ont dit, tu vas voir cette fille, tu vas mourir cette fille, etc., il dit, c'est parce que j'ai entendu, ça ne me parle pas ça, c'est pas ce que je me rappelle du rêve. Quand Yosef est venu lui parler, il dit, ça c'est exactement ce qu'on m'a montré dans le rêve. Maintenant je vois que c'est un homme de Dieu, comme il a dit. Parce que c'est exactement ce que j'ai eu dans mon rêve, c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est ce que Yosef est venu lui expliquer. Quelle était maintenant la particularité de l'explication de Yosef? On va dire, quel était le QI de Yosef? Pourquoi il était si élevé? Comment il a eu, on va dire, une telle intelligence? Après qu'il a expliqué d'abord le sens simple du rêve qu'on vient de voir, cette vache grosse, cette vache maigre, année d'abondance, année de famine, il a tout de suite rajouté l'idée qui vient derrière en t'expliquant que ce conseil, c'est pas que je me permets en tant que jeune délinquant de te donner un conseil. Non, ça fait partie du rêve. Par ce conseil que je te donne, par l'interprétation du rêve, tu vas comprendre pourquoi les années d'abondance viennent ensemble avec les années de famine. Regarde dans le 6. Le conseil de Yosef faisait partie de son interprétation du rêve. Lorsque, dès le début de cette année d'abondance, on prépare déjà les 7 années de famine, pas que tu attends la fin pour commencer à faire quelque chose. Cela veut dire qu'au cours de ces 7 années d'abondance, les 7 années de famine sont déjà présentes mentalement, émotionnellement et concrètement. On comprend pourquoi Pharaon loua autant Yosef, car par son génie, il relia dans son interprétation les 7 années d'abondance avec les 7 années de famine et prouva que les 2 périodes pouvaient se rejoindre. Et alors, maintenant on revient au rêve, c'est précisément cela que témoignait la véracité de son interprétation. Tu prends maintenant le rêve, c'est ce qui s'est passé. Les vaches maigres se sont mis pour la photo à côté des vaches grosses. C'est pas que les vaches grosses sont parties et après sont venues les vaches maigres toutes seules, non. Les vaches maigres étaient présentes dans la même photo que les vaches grosses. Pourquoi elles étaient présentes dans la même photo? Pour te dire, c'est pas que tu as 7 plus 7 juste après. Bien sûr que dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Mais dans la tête, Yosef est en train de te dire, c'est pas dans la fin des 7 ans qu'on commence à calculer les choses. Commence à calculer les choses dès à présent. Première année d'abondance, c'est maintenant que tu dois te réveiller. C'est maintenant que tu dois commencer à faire quelque chose. Et là, Yosef, Pharaon, il s'est dit, si c'est comme ça, Vaïta Vadavar. Pourquoi la Torah nous dit que la chose a plu, le conseil a plu à Pharaon et à tous ses serviteurs?
Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi Pharaon lui-même dit à Yosef, à tous ses serviteurs, Hey, Navon vechacham kamocha. Il n'a pas dit, il n'y a pas quelqu'un comme toi qui sait interpréter des rêves. Ça, c'était un détail. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent comme toi, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi important comme toi. Parce que l'intelligence de Yosef n'était pas seulement de pouvoir interpréter les rêves, que ça, même les magiciens ont pu faire, mais c'était surtout de pouvoir donner un conseil. Quoi faire? Facile à dire des faits. Voilà ce qui va se passer. Et, alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais face à une telle situation? Moi, je sais pas. Moi, je te dis les faits, débrouille-toi. Tu vas voir un astrologue. Ça n'a rien changé. Dis-moi ce qu'il faut faire. Yosef, il n'est pas seulement... Il n'est pas pour t'interpréter. Il n'est pas là pour te dire comment Justement, c'est pour ça qu'on te dit qu'ici, la qualité première de Yosef n'était pas seulement que c'était quelqu'un qui était là pour interpréter, mais te donner un conseil direct. C'est trop facile de venir te dire, comme Bill Gates, il a dit, je sais pas combien d'années, il va y avoir une pandémie qui va ravager le monde. Et alors, tu as proposé une solution? Non. Facile à dire, il y aura un problème. Et alors, dis, fais quelque chose, montre quoi faire. Là, Yosef, il n'est pas seulement venu t'interpréter quoi que ce soit. Il a interprété, c'était au passage, mais surtout, il est venu avec un plan d'action et stratégie pour te dire comment confronter ce problème. Une plan d'action qui a tout de suite été mis en place par Pharaon. En 2 mots. La spécialité de cette histoire avec Yosef. Pourquoi Pharaon, il était tellement émerveillé de Yosef en disant, il n'y a pas quelqu'un aussi intelligent que toi. Parce que Yosef, il a montré à Pharaon ce qu'on lui a montré du ciel. Pharaon était déjà au courant. Pas seulement le fait, mais ce qu'il doit faire. Et ça, c'est ce qui a émotionné Pharaon. Pharaon, c'est, tu vois, ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Il ne vient pas seulement avec le problème. Puisqu'il y a un problème, on va faire un confinement. On ne fait pas confinement, on fait un couvre-feu, taxation. Et alors, et en quoi ça a changé quoi que ce soit? Dans les réalités, ça change quelque chose. Le jour où tu ouvres le robinet, tout le monde ressort. Le jour où tu ouvres ça, tout le monde repart, tout ça repart. Et ça, il vient avec cette stratégie en te disant non. Il y a le problème laisse de côté. Le problème, je ne suis pas là pour te dire qu'il y aura un problème. Le problème, on sait qu'il y en aura. Tes magiciens, ils savent aussi qu'il y a un problème. La question, elle est quoi faire? Et moi, je te dis qu'est-ce qu'on peut faire avec ce problème. Ça, c'est ce que la Rabbi t'explique. Maintenant, la Rabbi nous prend sur toute une autre tournure, ce qui est très très riche. C'est disant que tout ce qu'on vient de voir, parce que la Torah, la vérité, comme on dit en bon français, on s'en tape. Qu'est-ce que ça veut dire on s'en tape? On n'a absolument rien à faire d'un rêve d'un roi égyptien. La Torah n'est pas un livre de romans égyptiens qui va te raconter qu'il y avait un jour un pharaon qui rêvait des vaches. Parce que la vérité, on a des choses plus intéressantes à apprendre. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pourquoi la Torah nous raconte ça, des vaches? De quoi tu parles? La Rabbi va t'expliquer qu'en réalité, comme le Hacher te dit, le Hacher qu'on a vu tout à l'heure, que tous ces rêves viennent faire une allusion majeure sur la galoute, l'exil et la Géoula. Et c'est pour ça que la Torah en fait un monde. Toi, donc, tu dis, la Torah elle fait tellement de détails, on apprend d'une seule lettre, d'un seul mot. Là, tu as des versets pour des vaches, pas des vaches. Il a rêvé. Qu'est-ce qu'on a fait de tes rêves? Reste, fais tes cauchemars, laisse-moi tranquille. La Torah elle te fait ici allusion à ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Regarde le Hacher. Le Hacher dans Michael, chapitre 41, verset 33. Rabbi le ramène, il dit comme ça. De ce rêve de Pharaon et du fait que Yosef devint de ce fait le dirigeant de la terre d'Égypte, dépend la libération du peuple juif et de l'exil égyptien qui débuta à ce moment. On était encore dans les bons temps. On n'était même pas encore avec le début de l'exil. C'était encore beaucoup plus tôt. Jacob n'est même pas encore descendu en Égypte. Mais néanmoins, ici, a tout été orchestré, programmé. Pas encore une fois le problème, mais la solution au problème. En 2 mots, les rêves de Pharaon et l'explication et l'interprétation de Yosef, c'était la cause qui a commencé cet exil en Égypte et la délivrance qui est venue après, puisqu'on sait très bien que par ses rêves, ça a fait en sorte que Yosef est devenu le vice-roi, qui a fait en sorte qu'il y a eu cette famine, qui a fait en sorte que Jacob et ses enfants ont été amenés à descendre en Égypte. Il faut aussi savoir que c'est aussi le début des rêves de Yosef, de ses propres rêves-là. Ça, c'est la semaine dernière. Je suis d'accord avec toi. De Yosef aussi. Pourquoi la perte? Parce qu'il s'est mis à dos de tous ses frères. Il s'est mis à dos pour un instant. Il s'est mis à dos pour un instant. La preuve, c'est qu'après, quand ils sont venus, ils ont demandé pardon. Il va voir ses frères et qu'il dit pas, voilà, vous allez me procéder. Il va pas être mal aimé. Là, il a fait en sorte d'être mal aimé. D'accord, ça, donc, le point de départ, c'est même pas. C'est le point de départ où il est pas allé, où il est mal aimé. Ça, c'est l'aspect superficiel. Quand tu regardes ce que la Chassidut explique, au contraire, il y avait ici une mission. La grande divergence entre Yosef et ses frères, c'était que Yosef leur a montré que même en étant en Égypte, je suis capable de faire ce que Dieu demande de moi. Ses frères se sont dit, c'est impossible de faire ce que Dieu te demande quand tu es en Égypte. Tu peux faire ce que Dieu te demande seulement si tu es un berger éloigné, tu es dans la Seine-et-Marne, dans un champ, là-bas tu peux faire ce que Dieu te demande. Dès que tu es dans la ville, tu es en Égypte, tu peux pas. Ça, c'était la grande divergence qui avait entre les deux. On a une très belle conférence dessus l'année dernière pour voir à Marseille, pour voir sur l'application du Torah, comme quoi Yosef leur a montré non. C'est trop facile d'être un bon juif quand tu es à Jérusalem ou à Bnei-Brak ou à New York. La Torah attend de toi d'être un bon juif dans les 4 coins du monde. Quand l'Envie disait, fais ici Israël. C'est n'importe quel coin du monde, à Dubaï, où tu veux.
être un bon juif dans les endroits les plus éloignés matériellement et spirituellement, et là-bas faire ce que Dieu attend de toi. Trop facile quand tu as tout son confort religieux, spirituel, de faire ce que Dieu attend. Ça, c'est ce que ça fait la montrer. Et la preuve est, quand ils sont venus le voir, pas cette semaine qu'ils l'ont pas reconnu, la semaine prochaine, tout d'un coup, ils ont reconnu. Et quand ils ont dit excuse-nous, Yosef n'a pas t'excuser. C'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a placé. C'est Dieu qui m'a placé dans cette endroit à 3 reprises. Yosef a toujours su se placer dans l'idée que c'est un shliach, c'est un émissaire de Dieu, où Dieu il a mis, c'est là-bas qu'il doit agir pour faire jaillir la divinité sur terre. Ah, ils ont dit excuse-nous. Il fait non, c'est Dieu qui a décidé. La preuve, c'est grâce à ça que je suis venu ici. Maintenant, vous avez de quoi manger. Donc au final, l'explication de Pharaon, de Yosef à Pharaon, c'est ce qui a entraîné après la descente de Jacob et ses enfants en Égypte. Et maintenant, on voit pourquoi dans toute cette idée. Mais ça, c'est à cause de Noir, ça. Enfin, c'est pas à cause du Encore une fois, tout le plan de la création du monde est orchestré par Dieu. Que tu veuilles ou pas, tout le plan de la création du monde est orchestré par Dieu. Quand les parcelles de divinité comme elles étaient en Égypte, c'est pour ça qu'il est parti en Égypte. Regarde le ça. Oui, bien sûr. Toujours, grand rabbin, monsieur devant moi. La Noazaken, elle t'explique ça, le rapport entre les rêves et la galoute. En Torah de Vayesh, la semaine dernière, 28, c'est lorsque Dieu opéra le retour de Sion, c'est la phrase qu'on dit à chaque fois qu'on mange du pain dans Shir Malot. Shuv Hashem et Shivat Sion ayinu kechamim. Parce que Dieu opérera le retour de Sion, nous étions comme des rêveurs en exil. L'exil est comparé au rêve. De même qu'au cours des rêves, deux choses opposées peuvent se lier, aussi en est-il pour chaque juif en exil, pouvant avoir simultanément dans son âme deux conduites opposées. Un amour envers Dieu pendant la prière et les soucis des affaires mondaines au cours de la journée. Je vous ai dit que dans l'exil, on a le même paradoxe. D'un côté, tu peux être totalement enseveli ou englouti dans la Torah, la prière, les heures du matin. Passe la prière, tu commences à être occupé avec les choses les plus matérielles, les plus terrestres, les plus grossières, jusqu'à oublier qu'il y a un Dieu sur terre. Quelqu'un peut se demander la question, qui je suis alors? Est-ce que je suis quelqu'un de bipolaire? Est-ce que j'ai deux facettes? Est-ce que j'ai le beau penchant, le mauvais penchant? Qui je suis réellement? Ça ne dérange pas, parce que c'est comme dans un rêve. Dans un rêve, les contraires ne dérangent pas. Comme Hachem va venir, on va comprendre combien de temps on a perdu en exil, et combien c'était vraiment une situation dans laquelle on pouvait avoir deux contraires au même instant. Tu vas voir des juifs en cinéma en ce moment tous les soirs, je te dis. Tape sur des portes. Hier soir, je suis parti voir un juif, je te dis. C'était à Saint-Thibault-les-Vignes, je crois. C'est ça? Saint-Thibault-les-Vignes, côté de l'année. Bref, je tape à la porte, marié avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté, comme la majorité des gens en cinéma. Et j'ai dit peut-être qu'on peut allumer les bougies, vous avez allumé. Il fait ça m'arrive de temps en temps, je fais avec mon père. Je suis attendez, là il est 9h, vous allez aller voir votre père ce soir, il fait votre papa il habite. Il me fait il habite à Paris, je fais vous allez aller ce soir l'allumer. Je fais non, pas ce soir. Je fais c'est dommage, ce soir c'est la 7e bougie. Vous avez allumé cette année? Non. Je fais non, on allume ensemble. Je fais non, j'ai pas envie. Et ça, la femme derrière qui lui dit mais fais entrer monsieur le rabbin, donne quelque chose pour la communauté, quelque chose. Rien. J'ai dit écoutez, mais oui. Moi j'ai dit écoutez, venez on allume, ça prendra 30 secondes. C'est vrai qu'hier soir, c'était officiellement le couvre-feu, même s'il y a l'attestation, tout ce que tu veux. Bref, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Il fait, vous savez, monsieur le rabbin, il y a des années, vous avez l'habitude de m'envoyer les kits de Hanouka, les bougies. Et là, cette année, vous ne m'avez pas envoyé. Non, c'est ta faute. C'est à cause de moi qu'il n'allume pas, parce qu'il n'y a pas de bougies chez Carrefour. Je dis, vous savez quoi? Voilà le kit. Venez, on allume maintenant. Soi-disant, tu n'as pas allumé parce que tu n'avais pas les bougies chez Carrefour. Maintenant, tu as le kit entier, tu as même les bougies pour toute l'année prochaine. Viens, on allume. Je fais non. Je fais seulement avec mon père. Je fais écoutez, promettez-moi que vous allez le faire ce soir, au moins demain soir, le 8e soir. Que Dieu fasse ce qu'il va le faire. T'as un juif, que d'un côté il se dit, oui, je reçois la galette que m'envoie chaque année, oui, je reçois, ça fait peut-être 15 ans qu'il reçoit tout. Et on l'a pas vu une fois votre travail, on l'a pas vu une fois l'allumage. Mais comme le rabbi nous a appris, il a une Neshama, il a une âme juive. Et je te garantis que ce soir, quand on va aller dans toute sa région de Nemours, de Saint-Pierre-le-Nemours, tout en bas, on va trouver comme chaque année, le 8e soir de Hanouka, des juifs qui ne savent pas que c'est Hanouka. On va allumer avec eux, comme chaque soir. Et tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Comme le rabbi disait à chaque fois, nous on peut seulement amener le manger vers la personne. Après, il faut que la personne elle mange tout seul. Tu peux tout faire, tu peux tout donner, tu peux taper à la porte, tu as le plus grand sourire. De l'autre côté, je peux comprendre que quelqu'un a une difficulté à 8h30 du soir dans le noir des noirs de la Seine-et-Marne, il n'y a pas une lumière dans la rue, tu te restes dans des champs. Quel fou tape à la porte, demandez, je vais aller Hanouka, est-ce que vous avez allumé les bougies? Il y a une limite combien tu peux être fou. Quand tu es dans Paris, dans la région parisienne, les gens ont l'habitude. Ici, je me mets à leur place. Quelqu'un qui tape chez moi à 9h du soir, je vais jouer, je vais jouer la porte. Ici, à 9h, les gens sont rentrés dans le mur. On a eu une famille cette semaine qui est sortie en pyjama. Une famille, 2 personnes qui sont sorties en pyjama. Le mari et la femme me disent, excuse-moi, on était déjà en train de dormir. C'était 9h moins 5. 9h moins 5. Je sais pas si tu sais dans quel monde on vit. Ça, c'est pas les rêves de Pharaon. Ça, c'est la réalité en cinéma. Et quoi, ils regardaient pas Netflix? Rien du tout. Ils étaient presque en train de dormir. Des fois, tu vois les gens en train d'allumer les lumières de la maison, comme si on les a réveillés.
Des fois, tu as les gens qui ouvrent les volets en haut, qui ouvrent la fenêtre d'en haut du premier étage, qui ne veulent pas descendre. Ils disent, oui, c'est qui, qu'est-ce qui se passe, c'est pas où. Je suis joyeux Hanouka sa mère, on va allumer les bougies. Quel fou demande taper à la porte ce soir, allumer des bougies. Je dis, il faut venir une fois pour le voir. Viens la vie continue en te disant, maintenant on comprend pourquoi dans les rêves de Pharaon, au même instant, tu avais aussi ce paradoxe, les deux contraires. Regarde dans la fin du 7. C'est pourquoi les rêves de Pharaon faisaient référence à l'exil, montraient clairement la liaison des deux opposés. La famine se tint près de l'abondance. Comme l'a dit tout à l'heure, dans la photo sur le fleuve, les deux tribus de vaches étaient ensemble. En effet, l'opposition entre ces années n'était pas temporelle, passé, présent et futur, mais aussi sur leur contenu diamétralement opposé. L'abondance reliée à la famine. Cela fait allusion à l'union entre deux sujets opposés. L'amour vers Dieu, les années d'abondance, est relié au souci du gagne-pain, les années de la famine. Qu'est-ce que ça veut dire? Très riche. Tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui ne vit pas dans ce monde. La Bible dans la Sikha, dans le commentaire 52. Le fait que quelqu'un ait des soucis par rapport à son gagne-pain, ça veut dire qu'il lui manque de son bitachon. Il lui manque dans sa foi en Dieu. De l'autre côté, il dit dans le Birkat HaMazon, c'est-à-dire que Dieu il aime. C'est-à-dire que si jamais tu penses vraiment à ce que tu dis que Dieu t'aime, comment tu peux avoir des soucis et avoir un manque de bitachon? C'est le paradoxe qu'on a en exil. Tu peux faire ce que Dieu te demande. De l'autre côté, c'est Dieu. Peut-être Dieu m'a oublié. Peut-être Dieu l'a oublié, il a lâché le virus en laboratoire, il a fait en sorte qu'il est incontrôlable. Viens la Torah, elle te dit, c'est le même paradoxe qu'on a en exil, c'est le même paradoxe dans le rêve de Pharaon d'avoir des grosses vaches, à cause juste côte à côte avec des vaches maigres. Quel enseignement pour tout ça? La puissance de Yosef, c'était relier les opposés même en exil. La raison profonde pour laquelle, durant l'exil, deux opposés peuvent se relier, provient du fait que l'origine de l'ère d'exil provient d'un niveau plus élevé, du niveau des cercles transcendants. La différence entre le haut et le bas, l'essentiel de l'interprétation de Yosef était dans l'union des deux opposés, exprimant ainsi l'origine du rêve provenant des niveaux des cercles. Ainsi, par l'interprétation de Yosef, nous prenons la force pour la délivrance, au cours de laquelle le voile de l'exil sera levé et le plus haut niveau des cercles de divinité intemporelle se dévoileront tels que de toute leur puissance. Ça, c'est ce qu'on attend que Dieu fasse, qu'on puisse voir, pas seulement dans l'explication, mais dans le réel, comment même encore en exil, on voit la divinité jaillir. On voit comment c'est des chamottes qui sont totalement perdus sur toute la Seine-et-Marne et nos alentours. Et je dis des fois, ils ne se rendent pas compte qu'on fait 30-40 km pour arriver chez une personne, 20 km chez une autre personne. Quand j'ai envoyé la photo cette semaine de cette femme que je suis parti voir à Avon, personne âgée, totalement isolée, qui a 4 enfants que personne vient le voir, et que j'étais là-bas dans un EHPAD. Vas-y, je suis dans leur téléphone. Malheureusement, c'est ce qui se passe, mais en tout cas, notre devoir, comme la vie nous a appris, de se battre, de tout faire pour aller voir encore un juif, et encore un juif. Pas oublier que ce soir, même si c'est le 8e soir, il y a encore des juifs qui ne savent pas que c'est Hanouka, il y a encore des juifs qui ne vont pas allumer. Tout faire pour aller allumer chez eux les bougies, que Dieu fasse que les bougies de Hanouka et le message de Hanouka continuent, pas seulement pendant Hanouka, mais après Hanouka. Le cours sera en replay sur l'application Etora. ETORAH sur Google Apple. Très bonne journée à tous. Hanouka Samer, partageons la lumière. Faisons la tzedaka, Chabad 77.org. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.